le bonjour à chacun et à tous. C'est le meilleur réveil sur Guérita TV Monde. Merci donc de nous rejoindre dans votre émission matinale pour le compte de ce jour. Tout de suite, la revue des titres avec Fauzia Sefou. Elle est déjà sur ce plateau. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaouli, et bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. La revue des titres, c'est avec vous. C'est exact, et ce matin, nous démarrons avec le quotidien Le Matinal qui affiche en sa manchette une note politique. Présidentielle 2026 au Bénin, 5 déclarations de candidature enregistrées par la Sénat. Le télégramme à présent à la Sénat pour le dépôt de son dossier de candidature à la présidentielle 2026. Les démocrates affirment avoir obtenu les 28 parrainages requis. Nous passons à présent à la Nouvelle Tribune. Présidentielle 2026 au Bénin, entre continuité, rupture et compromis. Matin libre, Bénin vers une reconnaissance légale de l'économie sociale et solidaire. Le leader du jour s'installe à présent. En route pour la présidentielle d'avril 2026, le duo Paul Humpé-Judicaël Roch-Huanou fait hâte de candidature à la Sénat. Le meilleur, 23e session de négociation gouvernementale entre le Bénin et l'Allemagne. De nouveaux accords enregistrés pour renforcer une coopération bilatérale en pleine croissance. Bénin intelligent, duo candidat des démocrates, ont été victimes des calculs de Yahi. Décryptage info, présidentielle d'avril 2026, Paul Humpé mise sur la différence pour conquérir le cœur des électeurs. Dynamisme info, Agbodjo pour défendre les couleurs de LD. La thèse du plus jeune candidat de la mouvance tombe. Gastiani info, Wadayi, Agbodjo et Humpé, le grand duel. Le potentiel présidentiel de 2026 chez les démocrates, parrainage hypothéqué, candidature en lambeaux, Yahi, une approche fatale. Le témoin actu pour terminer ce matin, présidentielle 2026 au Bénin, 5 duos officiellement enregistrés à la Sénat. Le cas Les démocrates officialise toujours les attentions. Merci à vous, Fauzia Sefou. Mesdames et messieurs, nous allons à présent passer au bulletin d'information, toujours avec Fauzia Sefou. Nous démarrons ce bulletin d'information par les nouvelles de la Sénat. L'opération d'enregistrement de candidature pour la présidentielle 2026 est clôturée. Lancée le vendredi 10 octobre 2025, elle s'est achevée mardi 14 octobre conformément au programme établi par la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'est dans une ambiance de ferveur et d'espoir que les candidats du parti Les Démocrates ont accompli dans la nuit du mardi 14 octobre 2025 la formalité décisive du dépôt de candidature à la Sénat, franchissant ainsi une étape majeure vers la présidentielle d'avril 2026. Les militants et citoyens n'ont pas manqué cette phase du processus électoral du parti Les Démocrates. Le reportage. Cette étape tant attendue par les militants et sympathisants du parti Les Démocrates a enfin été franchie juste avant la clôture du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle de 2026 à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Peu avant 23 h, le duo présidentiel de l'opposition composé de Renaud Agbodjo et Jude Lodjou a officiellement enregistré sa candidature pour la prochaine échéance électorale. À l'issue du dépôt, la Sénat, présidée par Saka Lafia, a délivré au duo un récépissé provisoire conformément à l'article 41 du Code électoral, assorti de quelques observations. Et la principale remarque, c'est la complétude du dossier. C'est-à-dire que toutes les pièces demandées, si elles sont présentes, on le marque. Et vous avez 72 heures pour les apporter pour que le dossier soit complet et permettre son examen quant au fond. Donc c'est avec plaisir que je vous remets ce récépissé provisoire conformément à la loi. Au terme du dépôt, le candidat de l'opposition s'est adressé aux citoyens venus nombreux pour l'occasion. Certains attendaient depuis le début de l'après-midi, d'autres ont rejoint plus tard, mais
tous sont restés mobilisés malgré la longue attente. Aux abords de la Sénat, l'ambiance était électrique. Chants, slogans, mots d'encouragement. Et même l'exécution de l'hymne national ont marqué cette étape du processus électoral pour le parti de l'opposition. L'arrivée du cortège du duo candidat a été perçue non seulement comme un ouf de soulagement, mais aussi comme une première victoire pour la foule massée aux alentours. Ce soir consacre une étape importante du processus électoral consacré à la présidentielle d'avril 2026. Je tiens, en mon nom et au nom de l'honorable Jude Lodjou, saluer tout le peuple béninois pour sa forte mobilisation. Ceci témoigne donc de l'immensité, de l'ampleur, du degré de l'attente de la population tout entière. Ceci témoigne donc de l'intérêt porté à ce processus auquel le Parti du peuple participe. Interrogé sur la question du retrait du parrainage du député Michel Sodinou, qui aurait ramené le nombre de parrainages du Parti Les Démocrates à 27, Renaud Agbojo a apporté des précisions. Si vous m'aviez bien suivi, et je crois que vous m'avez bien suivi, j'ai répondu à votre question. Vous m'avez entendu dire, je vous ai dit que le Parti Les Démocrates ne va pas décevoir les Béninois. Le Parti Les Démocrates participera à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Est-ce que l'on peut participer à une élection sans remplir les conditions? En attendant la délivrance du récépissé définitif prévu pour le 30 octobre prochain, les militants et sympathisants du parti continuent d'exprimer leur attachement et leur confiance au duo présidentiel de l'opposition qui vient ainsi de franchir une étape déterminante de son parcours vers la présidentielle de 2026. Nous restons toujours à la Sénat pour dire que le dernier dossier enregistré par la Sénat dans la soirée de ce mardi 14 octobre 2025 est celui de l'ex-présidente du parti Union pour la démocratie et le changement, UDC Nounayon, et ex-deuxième adjointe au maire de Boycon, Elisabeth Agbosaga, accompagnée de son colistier Boni Leto Gansari. À la fin de la procédure d'enregistrement, elle a lancé un message au peuple béninois, en particulier aux femmes et aux jeunes béninois. Je suis candidate pour représenter la femme. Tout d'abord, avant tout propos, je voudrais remercier le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui m'a permis ce soir, et je suis à la Sénat, pour déposer notre candidature à la magistrature suprême. Je remercie aussi l'équipe de la Sénat qui nous ont donné l'accès pour le dépôt de notre candidature. Et je salue aussi le peuple béninois, nos militants, les femmes vaillantes du Bénin. Nous sommes au Bénin et notre pays, c'est le pays des Amazones. Et quand les hommes déposent leur candidature, il faut aussi une femme pour parler de la femme. Nous sommes les porteurs de vie. Et je passe par ce canal pour dire aux femmes béninoises de me soutenir, quel que soit leur rang social. Je leur dis que je suis leur sœur. Je promets la paix. Je promets le développement, l'emploi de la jeunesse.
Je promets aussi l'épanouissement de la femme. Nous avons notre stratégie politique. Parce que la femme, elle est au cœur du développement. Sans la femme, on ne peut rien faire. Donc nous devons être aux côtés des hommes pour faire avancer le pays. Et pour mieux connaître toutes ces rubriques, notre projet de société sera mis à disposition. Cette fois-ci, ça va marcher. Amen. Je compte sur mes sœurs, je compte sur la jeunesse béninoise et nos maris aussi. Parce que la femme est sur vous aussi. Si la presse est devant moi, je sais que j'ai déjà gagné les élections. Et je suis une femme, je sais que là où la femme est, il y a déjà la paix. La jeunesse n'a qu'à compter sur moi. Je suis une maman, une porteuse de vie. Et je sais que le Bénin en a besoin. Il faut une femme pour faire la différence. Précisons que les candidats disposent de 112 heures pour compléter leur dossier si nécessaire. La Sénat procédera ensuite à l'étude de l'ensemble des candidatures afin de publier une liste provisoire des dossiers retenus. Une liste définitive sera rendue publique après traitement des éventuelles réclamations. En Inter-Actualité à présent. Au Kenya, le chef de l'opposition Raila Odinga est décédé mercredi 15 octobre 2025 à l'âge de 80 ans, selon ses proches qui l'ont confirmé à RFI. Surnommé Bada par les Kenyans, il est mort d'un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait en Inde pour des soins. Suivons les détails. Depuis l'annonce du décès de Raila Odinga, les hommages pleuvent. Un patriote, un panafricaniste, un démocrate. C'est en ces termes que l'ancien président de la Cour suprême kenyane, David Maraga, décrit Raila Odinga sur le réseau social X. Le défenseur des droits de l'homme Boniface Nyangi déplore la fin de sa vigilance, tandis que le président de la Commission de l'Union africaine salue un fervent défenseur de la démocratie. Son engagement lui a coûté cher. Pendant le régime de Daniel Arap Moi, Raila Odinga a passé près de 8 ans en prison. Malgré 5 candidatures à la présidence, il n'a jamais été élu, contestant à chaque fois la fiabilité des résultats des urnes. Sa contestation a parfois débouché sur la violence, notamment en 2007, lors de la réélection de Kibaki, où plus de 1100 personnes ont perdu la vie lors de la crise post-électorale qui conduira toutefois à sa nomination comme Premier ministre. En héritage, il laisse notamment la Constitution de 2010, dont il a participé à la rédaction et considérée comme l'une des plus progressiste d'Afrique. Toutefois, Raila Odinga a déçu une partie de la jeunesse kenyane. Après la mobilisation antigouvernementale de la Gen Z en juillet 2024, violemment réprimandé, il a rejoint un gouvernement d'union nationale. Il devient dès lors le candidat de William Ruto à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Un tour à Bruxelles pour parler des affrontements entre la police belge et les manifestants à Bruxelles contre l'austérité. La manifestation de masse, l'une des plus importantes de ces dernières années, a paralysé le trafic dans la capitale et a coincé avec des grèves nationales qui ont annulé la plupart des vols au départ de l'aéroport de Bruxelles. La protestation organisée par les 3 principaux syndicats belges a attiré entre 80 000 et 150 000 personnes selon les estimations. Les manifestants ont frappé des tambours, allumé des fumigènes et brandi des banderoles condamnant les réductions prévues de pensions, des allocations chômage et des soins de santé. Des heurts ont éclaté alors que la police anti-émeute confrontait les manifestants, arrêtant plusieurs individus et tentant de dégager les foules des rues centrales. Les troubles reflètent la colère croissante du public face aux plans fiscaux du gouvernement visant à s'attaquer à des dettes nationales élevées de la Belgique qui dépassent désormais 100% du PIB. De Wever, arrivé au pouvoir en février à la tête du soi-disant gouvernement de l'Arizona, s'est engagé à réduire les dépenses plutôt qu'à augmenter les impôts sur les riches. La protestation du mardi a mis en lumière l'opposition généralisée aux mesures, en particulier l'augmentation proposée de l'âge à la retraite et les réductions des programmes de soutien social. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Latifat Kourenou, à vous. Merci à vous, Fauzia Sefo. Chers amis internautes, nous poursuivons avec la météo du jour.
dans la note culturelle du jour, chers amis internautes, rendez-vous canapé littéraire avec le livre La mémoire par la bande dessinée avec Sonia Kwao Zoti. Un programme à prendre pour le vendredi 17 octobre prochain et à partir de 19h00. Mesdames et messieurs, ce rendez-vous aura donc lieu à l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou. Sonia Kwao Zoti n'est que la siamoise de Florent Kwao Zoti. C'est une autrice puissante de BD. Ses écrits explorent la mémoire en mettant aux prises les figures emblématiques de l'histoire du Dahomey. Après Béanzin, sa première BD à succès, la voici avec Tassi Rangbe, reine du Dahomey, qui raconte l'épopée de la première femme amazone du Bénin. Le canapé littéraire de ce mois fait la place à la mémoire par la bande dessinée. Avec le rendez-vous culturel canapé littéraire, la mémoire par la BD avec Sonia Kwao Zoti. Rendez-vous à prendre vendredi prochain, chers amis internautes, à partir de 19h00 à l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou. On se retrouve tout juste après dans l'interview matinale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Chers amis internautes, merci donc de nous retrouver dans votre rubrique. Aujourd'hui, nous recevons pour vous 3 invités, mais d'abord l'introduction. Après les tiraillements et tergiversations étalées à la face du monde depuis le siège au quartier Fifadji à Cotonou, les démocrates ont fini par rendre public dans la douleur le duo candidat devant les représentés à la présidentielle d'avril 2026 au Bénin. Réunis lundi 13 octobre 2025, ce n'est que tôt ce mardi 14 octobre que le Conseil national du parti d'opposition a lâché les noms de Renaud Agbodjo et de Jude Lodjou comme porte-étendard de la formation politique au dit scrutin. Est-ce la fin des dissensions au sein de la formation politique? Que retenir du processus de désignation du duo candidat et que comprendre, chers amis internautes, de l'invalidation du parrainage du député Michel Sodino par la Sénat? Pour en parler, je reçois pour vous, comme je l'annonçais tantôt, 3 invités. D'abord, Dr Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance d'État. Dr Paul-Marie Wessou, bien le bonjour. Bonjour, bonjour madame Latifat, bonjour aux autres invités. Nous avons également comme invité Fidèle Vaudounon, vous le connaissiez également, directeur de publication du journal L'Express. Fidèle Vaudounon, bien le bonjour. Bonsoir à vous, Latifat, bonsoir à tous les invités, bonsoir aux amis internautes. Et comme 3e invité, nous avons Mendel Ivik Dansou, il est juriste. Mendel Ivik Dansou, bonjour à vous. Bonjour madame la journaliste, bonjour aux amis et bonjour aux internautes qui nous suivent. Nous allons à présent entrer dans le vif du sujet. D'abord, Fidèle Sénat Vaudounon, comment vous, en tant que journaliste sociologue, avez-vous vécu en ce processus ayant abouti à la désignation du duo candidat du parti Les Démocrates? Avec beaucoup de recul, avec beaucoup de sang-froid, parce que je crois que nous avons eu l'opportunité d'en discuter déjà une fois sur ce plateau. C'était donc que on semblait au niveau donc du parti Les Démocrates vendre ou vouloir vendre quelque chose qui en réalité n'existait pas dans les étalages. Et ça n'a pas raté parce que vous avez pu observer avec tout le peuple béninois les tractations qui ont suivi
les travaux de la fameuse commission mise en place donc par le parti, on va le dire comme ça, même si à l'arrivée aujourd'hui on remarque une influence particulière et très envahissante d'ailleurs du président du parti à la personne de l'ancien président Boni Yayi. Donc moi je m'attendais vraiment à ce que nous avons observé là, parce que déjà depuis l'entame du processus, tout montrait clairement que ben voilà, ces gens n'étaient pas véritablement préparés et qu'on allait assister à ce saupoudrage, car il faut appeler un chat, ce qu'on a pu observer depuis l'annonce et la promesse donc de faire les choses démocratiquement, de faire les choses avec transparence à l'arrivée, et ce n'est pas véritablement l'impression qu'on a eue, et les résultats sont là qui prouvent que véritablement si démocratie il y avait, si transparence il y avait, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est beaucoup de déception pour ma part de constater que bien ce qu'on attendait pour avoir de la matière pour le débat n'était pas au rendez-vous et qu'il y a même pire. J'espère qu'on en parlera tout à l'heure. Dr Paul Marie Wessou, qu'en est-il quand même de votre côté? Pensez-vous que, avec tout ce scénario sur à quoi nous avons assisté, est-ce que vous pensez également que le parti n'était vraiment pas préparé à la chose? Bon, moi, je ne sais pas sur quoi vous avez assisté. Je ne sais pas si on a vécu la même chose. Et je ne sais pas si nous avons les mêmes connaissances de ce qu'on appelle démocratie. Parce que si vous connaissez la démocratie a été toujours un débat houleux dans tous les cieux. Regardez, ne serait-ce que le vote du beautiful budget de Trump la dernière fois, avec ses propres partisans. La démocratie a toujours été un débat houleux. Moi, je salue plutôt ce qui s'est passé. Je crois que le parti a montré qu'il peut faire l'exercice en si peu de temps. De faire l'exercice véritablement de ce qu'on appelle la démocratie. Et la démocratie, c'est la rencontre des courants. Et chaque courant apporte son argument. On discute, on peut se chamailler, on peut tout faire, mais au finish, à la fin, on s'entend sur quelque chose et on peut aller de l'avant. Moi, je ne sais pas quelle a été l'influence. Bon, les gens même dire déjà, comment dirais-je, le verdict du président Yayi avant même qu'on ne commence ceci. En tant que personne n'a venu, moi, j'ai pas vu venir, moi, qui est vraiment un observateur attentif de la vie publique. J'ai pas vu venir à Bodjo, je peux voir venir beaucoup d'autres personnes sauf lui, et personne ne l'a même annoncé depuis des mois. Donc le président Yayi a le droit d'avoir une position, de l'exprimer dans le groupe et de laisser le débat se faire et que les gens finalement désignent quelqu'un. Moi, je ne sais pas si les gens vraiment ont un sens de ce que c'est que la démocratie, parce que moi, je vis la démocratie américaine tous les jours. Elle n'est pas une démocratie où dans le silence, où on fait, où derrière les murs, on prend des décisions et puis on vient, on impose à quelqu'un. Et bon, et donc, on n'a pas de division. La démocratie, ce n'est pas, moi, je n'ai même pas vu de division là, parce que vous avez vu hier, vous avez vu Eric Mbete debout, recevant les députés avant et il a accompagné le duo jusqu'à la Sénat. Avez-vous eu le temps d'analyser sa posture? Pardon? Avez-vous eu le temps d'analyser sa posture, s'il était? Sa posture? Sa posture disait quoi? Que quelqu'un l'a forcé de sortir de chez lui pour venir accompagner le duo. Pas à moi de le dire, pas à moi de le dire, Dr Paul Marie Wessou. Mais selon vous, il n'y a pas eu d'influence. Le choix qui a été fait, le duo Agbodjo et j'oublie déjà le nom là, c'est un choix démocratique. Oui? Bien sûr, mais écoutez, qu'il y a eu d'influence ou pas, il n'y a pas de démocratie sans influence. On discute, on se combat. Au moins, on nous a donné un petit goût de discussion où on a vu Eric en train de se défendre. Ou bien, on n'a pas vu ça.
Je ne sais pas ce qu'on appelle démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans influence. Il y a nécessairement des groupes qui vont prendre le dessus, d'autres qui vont pas prendre le dessus, mais au finish, tout le monde s'entend et puis on recommence la route. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez lire, enfin, tout le monde veut lire là, des trucs là. Bon, comme je le dis, bon, si vous êtes dans les 4 rues du Bénin que vous ne regardez pas ailleurs, moi, je regarde d'ailleurs tous les jours et je peux vous dire, la démocratie américaine, elle est plus houleuse que ce que nous avons vu là. Et pourtant, c'est la meilleure des démocraties au monde. La meilleure démocratie au monde. Medel Dansou, je rappelle que vous êtes juriste à travers ce processus qui a eu lieu au sein du Conseil national, ayant validé, ayant désigné le duo candidat du Parti Les Démocrates. Est-ce que vous y voyez une transparence? Oui, est-ce qu'on peut y voir une transparence de loin à travers ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux et les quelques images, en tout cas les informations qu'on recevait à travers les médias, on pourrait se dire qu'il y a eu transparence, on pourrait se dire, mais tel que, voilà, on peut l'analyser. Si je suis un peu d'accord avec le docteur que la démocratie a cela de particulier, que chacun puisse dire ce qu'il pense, que l'on puisse se tirailler et qu'il y ait au sein des formations politiques diverses sensibilités et que voilà, chaque sensibilité puisse tirer le drap de son côté en fonction de ses intérêts. Si on est d'accord sur le fait que oui, c'est cela la démocratie, on devrait également être un peu d'accord avec le spectacle que les démocrates nous ont présenté depuis avant-hier jusqu'à hier où ils étaient partis, hier soir où ils faisaient le dépôt de leur dossier. On peut quand même remarquer qu'il y avait de l'impréparation, qu'il y avait, disons, de l'improvisation. On peut également remarquer que il y a toujours de la fragilité au sein de ce parti politique parce que même si chaque sensibilité doit tirer le drap de son côté, le fait, peut-être qu'on va y revenir, pour un certain député, parce que mécontent jusqu'à aller saisir le juge afin d'obliger les membres de son parti à lui remettre son parrainage, vous savez, même si il n'était pas d'accord, aller jusqu'à cet extrême prouve qu'il y a quand même encore de la fragilité au sein de ce parti politique. Et donc, à travers ce que nous avons vu des médias, ce que je peux retenir, c'est qu'il y a de l'impréparation, de l'improvisation, et celui qui va dire que le candidat là a été imposé n'aura pas totalement tort. Quand on sait que au sein de cette formation politique, qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus en vue, qu'il y a des gens qui se sont vraiment donnés au parti et qui méritent d'être portés candidats de ce parti-là. Mais bon, voilà, la démocratie a également cela de particulier que forcément vous n'alliez pas avoir ce à quoi vous attendez. Et donc, s'il y a eu transparence, voilà, chacun pourra de son côté le dire. Moi, personnellement, je ne pourrais pas véritablement affirmer qu'il y a eu transparence, puisque, bon, si nous n'avons pas les éléments qui ont poussé la commission à retenir le nom de Maître Agbojo. Pardon? Maître Agbojo. De Maître Agbojo. Exactement. Nous n'avons pas les critères, l'ensemble des éléments qui ont permis à la commission de retenir son nom. Et d'après ce que j'ai également lu, c'est que le policier ne faisait pas partie de ceux-là qui ont déposé justement la question, les dossiers au sein de la commission. Voilà. Merci à vous, Medel Dansou. C'est là vraiment la principale question que je m'en vais adresser à Fidèle Sénan Vodounon. On a eu à dire et à critiquer la mouvance qui, à ce qui paraît, a imposé son duo présidentiel. Mais avec le choix porté sur
sur Jude Lodjou. Ne serait-on pas tenté de dire que ce duo a également été imposé au parti Les Démocrates, puisque Jude n'avait pas au départ déposé sa candidature? Merci, la Kifat. Je crois que nous avons essayé de nuancer, parce que quand on nous fait un exposé magistral sur la démocratie, c'est comme si, voilà, nous sommes tous devenus spectateurs joyeux au Bénin, on connaît la démocratie. Non, nous avons essayé de clarifier la chose. Les démocrates, le parti des démocrates nous a annoncé depuis quelques semaines son intention de faire les choses dans les normes de la démocratie. La démocratie, ça suppose la participation citoyenne, la participation peuple, même je dirais. Je voudrais que mon vis-à-vis, le docteur Wessou, puisse nous dire à quel moment est-ce que, eh bien, des votes ont été observés dans la salle aux journalistes et nous rendons sur les faits. Nous ne faisons pas du charlatanisme. Est-ce que, eh bien, les délégués convoqués justement à ce conclave-là ont pu voter cette nuit, puisque nous l'avons suivi jusqu'au petit matin? Ce n'était pas la joie. Je peux revenir sur les déclarations de Eric Oumieté mettant en garde justement le président Yahya Boni sur les conséquences des décisions qui étaient en train d'être prises. Et je m'offusque du fait qu'on ne se demande pas qu'est-ce qui a pu faire reporter aussi longuement la désignation donc, du duo. On donne une date, on donne une heure, des jours passaient, des heures passaient, et finalement c'est au petit matin. Non, il n'y avait pas de démocratie là, nous ne l'aurons pas là-dessus. Moi je voudrais même concéder au parti la désignation donc de Jude Lodjou, qui n'est pas un inconnu au bataillon en matière politique et particulièrement au sein donc les démocrates. Et le poste de vice-président, Mathis Sambré, n'avait pas été annoncé comme soumis à candidature. Donc cela laissait peut-être une certaine marge de manœuvre au parti de désigner donc le candidat à la vice-présidence, et bien sans tenir compte forcément de ceux qui étaient justement inscrits sur la liste de candidats à la candidature, je veux dire les 34. Donc l'adhésion peut accorder même ce crédit au parti. Mais sur le principe de cette démocratie qu'on a annoncée, de cette transparence qu'on a annoncée dans Boubatan, on est resté sur notre fait. Et ça, ce n'est pas Eric Oumieté qui dirait le contraire. Nous avons eu cette déclaration. Nous avons suivi les déclarations du président Yahya Boni. Et nous savons aussi qu'il y a eu des tentations, il y a eu des manœuvres avant justement la tenue in extremis de ce conseil-là extraordinaire du parti. Qu'est-ce qui a empêché la tenue de ce conseil depuis des jours et des jours? Et qu'est-ce qui peut expliquer justement la situation d'impasse dans laquelle se retrouve le parti aujourd'hui, si on veut nous vendre justement le débat démocratique qui en réalité n'était pas au rendez-vous? Parce que la démocratie suppose dans tous les cas que des personnes qui ont été régulièrement invitées puissent non seulement s'exprimer à travers justement leur voix, mais s'exprimer à travers leur vote. Est-ce que quelqu'un a pu avoir des éléments pour nous prouver qu'il y a eu vote? Nous l'avons suivi, et ce que nous dirons, c'est sur la matière que nous traitons, c'est-à-dire les faits. Alors sur les faits, la candidature de Oumieté était en tête sur les faits. Oui. Et vous aurez simplement à expliquer ce que disent même les démocrates, c'est-à-dire les militants démocrates, les délégués démocrates. Il faut les écouter. Dans les différents groupes de discussion, nous avons pu infiltrer justement ces groupes. Nous avons écouté des gens. Nous avons pris des gens en témoignage. Et ils ne s'en cachent pas. Il existe des audios qui circulent. La différence des journalistes, vous n'avez pas dit que vous n'avez pas perçu ces audios où les gens étaient fâchés, les gens insultaient pratiquement le président Yahya Boni pour vouloir imposer son neveu, pour vouloir fléchir devant des ultratas d'influence extérieure. Notamment, on nous a parlé du cas togolais, par exemple. Donc moi, je suis vraiment désolé qu'on vienne nous faire des coups de démocratie, alors même qu'au sein du Parti des démocrates, eh bien, la démocratie n'est pas au rendez-vous. Et ce qu'on a pu observer là en est une démonstration grandeur nature. Et on voudrait bien être convaincu du contraire. Merci. Les faits sont là. Merci à vous, fidèles. Qui prouvent que, eh bien, on a pu sortir Jude Lodjou comme en quelque sorte, c'est pas un paquet de consolation pour calmer les ardeurs. Ceci ne pourrait pas justifier cela parce que vous savez très bien les acquaintances entre Jude Lodjou
et Éric Koundété. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Les gens veulent de Éric Koundété. Et je pense que ce n'est pas la première fois, par exemple, nous en parlerons certainement tout à l'heure, le député démissionnaire qui a réclamé donc son parrainage. Ce n'est pas la première fois qu'il exprimait justement son attachement à Éric Koundété. Et je voudrais qu'on démontre aujourd'hui que si on prend tous les démocrates, ou du moins tous ceux qui se sont manifestés pour briguer donc la candidature à la candidature de la présidence là, eh bien s'il y en a un seul qui puisse justifier déjà du background de Éric Koundété, de ce que celui-là a subi dans ce parti-là. La dernière fois, c'était la carte avec Amadougou qu'il a jeté du système. Et les humiliations que celui-là a subies par la suite, que ce soit... Merci à vous, Fidèle Sénat Modolo. Merci. Nous allons laisser quelqu'un d'autre intervenir pour le moment. Docteur Paul... Docteur Paul Marie Wessou, vous voyez quand même ce duo comme un choix démocratique, mais pourtant, Jude, comme on l'évoquait tout à l'heure, ne figurait pas parmi les candidats ayant déposé leur candidature. N'est-il pas un choix imposé? Bon, écoutez, moi je voudrais reprendre ceci. Personne ne fait de cours de démocratie à qui que ce soit, mais quand on veut vraiment lire les phénomènes démocratiques avec toute la distance par rapport à ce phénomène, on ne finit pas par démontrer qu'on soutient quelqu'un. Si celui-là n'est pas passé, alors ce n'est pas de la démocratie. Parce que vous lisez les faits en fait de façon partielle. Quand vous parlez de ceux qui ont crié le nom de Yahi, vous oubliez aussi les voix, des milliers de voix à travers le territoire national qui ont dit attention, ne donnons aucune occasion au pouvoir en place pour nous taper dessus et qu'il fallait prendre une décision. Vous ne pouvez pas défendre, comment dirais-je, si c'est après la défense de Éric Koundété pour démontrer que vous êtes démocrate, c'est ça. Vous ne pouvez pas défendre Éric Koundété plus que moi. Mais tous ceux qui connaissent bien ce qu'on appelle démocratie, je le réitère, savent que on passe toujours d'un point de départ et on finit par toujours ne pas avoir ce qu'on a. Barack Obama n'était pas. Et pour parler du choix, pour parler du choix du duo. Écoutez, pardon. Et pour parler du choix du duo, n'était pas. Ouais, écoutez, permettez-moi, je crois que les gens prennent le temps de bien parler, d'aller dans tous les sens qu'ils veulent. Et permettez-moi donc de pouvoir m'exprimer aussi en disant que Barack Obama n'était pas perçu comme celui qui devrait prendre la tête du Parti Les Démocrates en 2008 pour conduire le parti aux élections présidentielles, mais il a fini par l'être. Comment dirais-je, Fillon était perçu comme celui qui devrait être le président après je crois c'est après Hollande, oui, justement, qui devait aller en compétition avec Hollande, mais Fillon n'a pas fini par être là-bas. Donc ne nous faites pas croire que quand on a démocratie, c'est que dès que un, deux ou des personnes disent quelque chose, c'est ça nécessairement qu'on a. Ce n'est pas de la démocratie, ça. Et puis, bon, moi, je voudrais dire quelque chose. Qu'il y ait vote ou pas, je crois que le parti, l'exercice de la démocratie au sein de ce parti, comme dans tous les partis du Bénin, d'ailleurs, vous n'avez pas de démocratie ailleurs, dans les autres partis au Bénin ici, pour le moment que je sache. Le peu qu'on a de ce côté, on n'a pas ça de l'autre, des autres côtés. Donc, pour l'instant, on n'a que ce que nous avons et que nous pouvons. On peut se dire déjà que au moins, même l'arrivée de Yahi Boni à la tête du parti n'a pas été aussi un objet de vote. Il y a beaucoup de cas où ce n'est pas objet de vote, on finit par s'entendre sur quelque chose et puis on y va. Donc le vote n'est pas nécessairement la chose qui détermine la démocratie. Maintenant, si Éric Koundété le vote ne détermine pas la démocratie. Si Éric Koundété, après tout ce qui s'est passé, après tous les arguments, le
lendemain se retrouve côte à côte avec le président Yahi, moi je trouve qu'il y a de la démocratie là. Si vous pouvez ne pas trouver de la démocratie là, moi je ne vous fais pas de cours de démocratie parce que vous n'êtes pas obligé de voir ce que moi je vois. Nous sommes chacun de son côté, chacun de nous voit ce qu'il voit. Donc moi je pense que ça c'est, comment dirais-je, il y a eu ce qu'il faut avoir pour que nous puissions quand même faire confiance à ce processus et dire que en très peu de temps les gens peuvent organiser quelque chose malgré les divergences, malgré les conditions extraordinaires qui sont présentées, qui se présentent à eux, qu'ils ont pu organiser quelque chose et que cela au moins nous prouve que dans ce pays il y a encore des bribes de démocratie qu'on peut vivre. Quant à l'Odjou, vous le savez bien, l'Odjou est je veux dire, le fidèle des fidèles de Éric Ondété. Et donc, les camps étant opposés au point où c'est opposé, je crois qu'il est arrivé un moment où il faut faire des compromis. Et c'est ça le fondement même de la démocratie. Il faut faire des compromis pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, il y a eu des compromis. L'Odjou a été pris comme vice-président. Je crois que Éric Ondété ne peut pas être dans ce ticket comme étant vice-président d'Agbodjo. Et pour deux raisons. La première, c'est que le problème de prendre un député qui pourrait être source d'invalidation de ticket se posait. Et ensuite, en termes d'expérience, en termes de notoriété et de carrure, Éric Ondété ne peut pas donc se mettre dans un ticket comme un vice-président. Donc, l'Odjou a dû prendre le relais à ce niveau pour permettre qu'on puisse aller de l'avant. Et c'est ça ce qu'on appelle démocratie. Le consensus, à un moment donné, on est rentré dans la conférence nationale en se disant on va faire partie ceci, on va faire ceci, on va faire cela. On finit par avoir un compromis. Le président reste Kérékou et puis on a un premier ministre. Et ça, c'est comme ça que les compromis se font pour aller de l'avant. Et là, si on me dit aussi que là également il n'y a pas de démocratie, je ne sais plus ce qu'on appelle démocratie. J'ai entendu quelque chose tout à l'heure, Dr. Paul-Marie Ouessou. La démocratie, le vote ne définit pas la démocratie. Alors on peut donc nous imposer ou désigner le chef de l'État de 2026. Non, mais il y a des règles qui régissent la désignation ou l'élection du président de la République. Merci. Donc, il suffit de suivre les règles. Et il faut vous rappeler que nous sommes dans un parti politique. Et nous sommes dans un parti politique. Il y a des règles qui ont été suivies jusqu'à un niveau. Et si vous avez toutes les données que vous avez avant le vote, et toutes les données, vous savez qu'avant le vote, le débat sur est-ce que le coparrainage ne va pas être un problème ou le coparrainage va être un problème, le débat n'était pas aussi intense que lorsque on est rentré dans le processus du comité, donc qui devrait désigner les gens. Et quand ce facteur commence à devenir un facteur fondamental, il fallait quand même pouvoir prendre des mesures pour trouver des compromis qui font que le parti, n'oubliez pas l'histoire de ce parti-là qui a été exclu et qui est là. Docteur Marie-Paul Ouessou, merci pour votre intervention. Médel Dansou, est-ce que juridiquement, est-ce que la question de parrainage ou d'auto-parrainage peut être considérée comme une barrière à la candidature d'un candidat? Bon, juridiquement, peut-on considérer que la question d'auto-parrainage peut être une barrière à la candidature d'un candidat? À prime abord, je dirais que non. Parce que d'abord, c'est l'article 44 de notre Constitution qui prévoit les conditions que doivent remplir les candidats pour aller à une élection présidentielle. Et au nombre de ces conditions, il est cité que le candidat doit disposer des parrainages. Oui. Et cet article renvoie à la loi.
et donc au code électoral. Et au niveau du code électoral, il faudra se référer aux articles 41 et 132 pour savoir un peu plus ce que prévoit le code par rapport au parrainage, et pour voir que le parrainage, le code prévoit que chaque candidat doit disposer d'un certain nombre de parrainages. Et nulle part dans le code, je n'ai lu que un candidat, un parrain ne peut pas être candidat. Nulle part dans le code, je ne l'ai lu. Il est dit que les candidats doivent disposer d'un certain nombre de parrainages qui soit remis au parrain par la Sénat, et que accompagné de ces parrainages, il y aura disons un document qui prouve que soit la personne est membre du parti, donc le bénéficiaire est membre du parti pour lequel il a les parrainages, ou bien qu'il y a eu un accord entre le candidat désigné, donc qui ne serait pas membre du parti, avec ce parti-là qui lui aurait accordé le parrainage. Nulle part dans le code, il n'a été dit que un parrain ne peut pas être candidat. Le député qui a l'Assemblée nationale, nous savons que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. Et comment interdire à un député d'être candidat de son parti politique pour une élection présidentielle? Donc, juridiquement, les textes ne permettent pas, en tout cas actuellement, de pouvoir dire que s'auto-parrainer serait une barrière pour un candidat à l'élection présidentielle. Mais le truc est que on dit chat échaudé craint l'eau froide. C'est que les démocrates se sont tellement fait peur qu'ils se sont, j'estime, eux-mêmes mis la corde au cou. Ils se sont mis la corde au cou, d'autant plus que Éric Ndete et un député, entre-temps, ont saisi la Cour constitutionnelle et après ont retiré leur demande. Ouais. Et puis, il y a également un groupe de jeunes qui ont saisi la Cour et on savait que la Cour allait se déclarer, en fait, déclarer leur demande irrecevable, mais leur objectif était de pousser la Cour à s'auto-saisir pour opiner, enfin pour prendre une décision sur la question d'autoparrainage. La Cour ne l'ayant pas fait, c'est dans son droit et elle n'est pas obligée. Ça a forcément poussé la majorité des membres démocrates à penser que si un député ou même un maire était candidat et pouvait s'auto-parrainer, que voilà, les bras invisibles du gouvernement pourraient empêcher, au niveau de la Sénat, afin que la candidature soit irrecevable. Et donc, je reviens sur la question en donnant ma réponse juridiquement. Je pense et j'estime que l'autoparrainage n'était pas une barrière pour la candidature d'un parrain qui voudrait aller à une élection présidentielle. Et pour évoquer cette affaire de parrainage du député Michel Sodinou, est-il en droit de récupérer ou de retirer sa fiche de parrainage auprès de son parti? Je pense qu'il est en droit de retirer sa fiche de parrainage, puisque le parrainage, c'est un acte individuel, c'est un document individuel qui vous est remis. Et donc, c'est à vous de prendre le parrainage, de prendre la fiche, de le remplir et maintenant d'aller soit le donner à votre parti ou au candidat que vous voulez parrainer, à condition que ce candidat soit membre de votre parti politique ou qu'il soit un candidat désigné par votre parti politique. Étant donné que c'est un acte individuel, s'il le remet au parti et qu'après il se décide de vouloir le retirer, il peut à tout moment le retirer. Il peut le retirer à tout moment et donc, puisqu'il a demandé à reprendre son parrainage et que les gens se sont opposés, j'estime qu'il est dans son droit de saisir les juridictions pour réclamer que son parrainage lui soit rendu. Seulement qu'il ne peut pas utiliser ce parrainage-là pour parrainer quelqu'un d'autre qui ne serait pas membre de son parti ou qui n'aurait pas eu un accord de gouvernance avec son parti. Donc il est dans son droit
saisir la justice puisque le parti s'est refusé à lui remettre son parrainage. Et je voudrais dire que, en fait, sur les réseaux, il y a des gens qui ont essayé de comparer ce cas-là au cas Soui que nous avions eu en 2021. Exactement. Et si les gens se rappellent, pour le cas de Soui, le parrainage, la fiche qu'il avait eue, il avait déjà rempli et l'a déposé auprès de son parti politique. Étant donné qu'il l'avait déjà rempli et qu'il avait déjà précisé, si je ne me trompe, hein, le candidat pour qui il souhaitait remettre ce parrainage, ça fait que la fiche étant déjà remise au parti, il ne pouvait plus réclamer cette fiche-là. Ce qui me semble-t-il n'est pas exactement le cas ici, puisque au moment où les parrains étaient partis en bus retirer leur parrainage et remis immédiatement au président du parti, le candidat n'était pas encore connu. Donc on ne pouvait pas encore dire en ce moment qu'ils ont déjà désigné et apposé leur signature sur la fiche, à moins qu'ils nous montrent la fiche pour dire que voilà, ils avaient signé en attendant que le candidat ne soit désigné. Et donc, je peux, au risque sans me tromper, dire que le député Sogino était dans ses droits de réclamer, de saisir la justice afin que voilà, ce qui est pour lui soit remis. De façon brève, Medel Yvick, nous irons très vite. Le tribunal de Cotonou était-il habilité à prendre une décision en la matière, et la Sénat qui invalide le parrainage qui est auprès du parti, est-ce la décision, est-ce qu'elle est valable? Le tribunal de Cotonou est une juridiction de droit commun. Et les juridictions de droit commun sont compétentes pour connaître des différends entre individus, entre associations, entre mouvements, toute personne. Dès lors que il s'agit pas d'une affaire spéciale dévolue à une cour ou bien d'une affaire concernant une personne spéciale, les juridictions de droit commun sont compétentes pour connaître de cette affaire-là. Et donc, le tribunal de Cotonou étant une juridiction de droit commun, il y a un problème privé particulier entre le député Sogino et le parti auquel il appartient. On pouvait considérer que c'est une association, c'est un mouvement. C'est devant le tribunal de première instance qu'il peut partir pour réclamer pour essayer d'avoir une solution au problème qu'il y a entre eux. Ce n'est pas encore une question de brimade, de non-respect des libertés fondamentales que prévoit la Constitution. Ça ne rentre pas directement dans les missions les compétences de la Cour lorsque un individu, un citoyen doit saisir directement la Cour. Certes, Sogino pouvait saisir la Cour constitutionnelle pour, en se prévalant du non-respect d'un droit, d'une liberté qui lui est accordée, mais là, il s'agit d'un véritable problème entre lui et son parti politique, sa formation politique. Alors, qu'en est-il de l'invalidation du parrainage? Pardon? Qu'en est-il de l'invalidation du parrainage par la Sénat? Oui, mais justement, puisqu'il y a une décision du tribunal qui ordonne à la Sénat d'invalider le parrainage qui est détenu par le parti et d'en fournir un autre au parrain, c'est tout à fait normal que la Sénat puisse répondre à l'injonction du tribunal en invalidant le parrainage qui était de l'autre côté. Alors, Fidèle Sénan Vaudouno, avec cette question de parrainage et le parrainage qui a été d'ailleurs, qui aurait été retiré par le propriétaire Michel Sogino, le Parti des démocrates, on peut le dire, se retrouve, disons-le, dans l'impasse. On ne sait pas si le parti a concrètement les 28 parrainages pour aller aux élections. Cette crise qu'on observe, est-ce qu'on ne pourrait pas l'éviter au départ en évitant certaines choses?
pas envie que vous apportiez l'eau à mon moulin, parce que là, vous semblez être sur la même longueur d'onde que moi. Parce que... Moi, je suis impartial dans le débat. Ce qui est exigé par Sodino et des milliers de militants LD, c'est de faire en sorte qu'il y ait quand même l'unanimité autour du candidat. Et en l'espèce, nous savons tous, et c'est un secret de polichinelle, que Éric Ngoulété était en tête, et il y avait beaucoup de raisons de comprendre justement qu'il soit en tête, parce que nous avons pu observer les élections successives, nous avons pu observer la posture donc de celui-là au sein du parti, qui a tout donné, qui a tout sacrifié, et qui n'était donc pas envisageable. Et puis il y a un aspect des choses qu'on semble négliger. Sodino, comme bien d'autres députés, se sentent redevables de Ngoulété, qui constitue en réalité leur mentor. C'est lui qui les a justement portés. Et donc, ils disent, mais voilà, nous avons accepté des choses jusque-là, mais bon, pour ce qui en est cette fois-ci, il faut qu'on arrête. C'est un peu ça. Ça aurait pu être évité tout simplement en s'inclinant devant la volonté, me semble-t-il, démocratique du plus grand nombre qui attendait justement le plébiscite d'Éric Ngoulété, et le problème aurait été réglé. Je voudrais encore aller un peu plus en profondeur pour montrer qu'il y avait véritablement cette envie de caporaliser les choses par le président Boni Yayi, qui n'avait pas fini d'arracher la présidence du parti à Éric Ngoulété, mais l'a contraint justement à se contenter de la portion congrue à l'Assemblée nationale. Il n'était pas vice-président comme à Hossi, il n'était pas non plus président du groupe parlementaire. Ça sortait de l'ordinaire que Éric Ngoulété, avec son expérience, ne se retrouve pas à la tête du groupe parlementaire, les démocrates, à l'Assemblée nationale. Je ne parle pas encore des autres querelles internes liées à la tenue donc de la trésorerie en tant que vice-président, mais voilà, on l'a laissé à côté, on a donné à autre. Il y a eu beaucoup de faits. Je ne sais pas si les gens sont au courant de ces réalités. En tout cas, nous, notre boulot, c'est de creuser pour voir ce qui en est véritablement. Donc, cela pouvait être évité. Quand je reviens sur le choix de l'audio, le choix est un choix par défaut. Il faut le reconnaître, c'est terre à terre. On n'a pas besoin de faire Sorbonne pour ça. Vous savez, si on devrait tabler, et là, je voudrais prendre à mon compte le raisonnement du docteur Wissou, et bien, si vous voulez prendre à mon compte son raisonnement et qu'on devait tabler sur l'expérience, on devait tabler sur le charisme d'un Lodjou à côté de Maître Abodjo, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Lodjou ne peut pas, comme il a dit par exemple pour Éric Ngoulété, se retrouver en vice-présidence par rapport à Abodjo. Il n'y a tout pas match, que ce soit en termes d'expérience, que ce soit en termes de bagage, que ce soit en termes de leadership, que ce soit en termes... Donc les indicateurs sont là, qui prouvent que, eh bien, c'est le président Boni Yayi, osons le dire simplement, qui a lui-même mis des fourmis dans sa chemise. Et c'est ça qui est véritablement dommage dans ce qu'on observe aujourd'hui, parce que l'idéal aurait été, dans tous les cas, que les démocrates aient quand même leur candidat qui participe à cette élection et que vraiment le débat soit vraiment enrichi. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans un schéma où il n'y a pas autrement. Après les explications du juriste, moi, je n'ai plus rien à dire quant à la question du parrainage. C'est tout à fait clair qu'aujourd'hui, c'est l'impasse. Ce n'est pas à soupçonner, c'est déjà l'impasse. Et il n'y a rien à faire, apparemment, parce que la décision du tribunal, la dernière décision de l'ordonnance du tribunal, commence déjà par faire jurisprudence. Parce qu'il y a cet apport-là, justement, du tribunal de droit commun qui vient en quelque sorte renforcer l'arsenal juridique du juge du contentieux électoral. Et ça fera jurisprudence d'une façon ou d'une autre. Ce sur quoi on n'en sait peut-être pas plus, c'est l'usage maintenant du parrainage par son titulaire, puisqu'il ne peut pas parrainer autre candidat que celui de son parti. Mais cela ne n'enlève absolument rien à sa volonté, eh bien, de ne pas attribuer son parrainage à celui qui semble lui avoir été imposé. Merci à vous, fidèle Sénat Vaudounon. Dr Paul Marie Wessou, nous allons finir avec vous, je crois bien, parce que vous avez d'autres occupations. Dites-nous, ne voyez-vous pas également, parce que le parti, les démocrates, mais le peuple béninois, ses militants, dans une incertitude totale, parce qu'on ne sait vraiment pas si le parti détient les 28 parrainages, si le parti va réellement participer à l'élection présidentielle de 2026. À quoi doit-on s'attendre? Non, mais écoutez, moi, je suis vraiment ahuri, d'entendre des raisonnements comme ça, qui t'en a réécrit l'histoire, parce qu'on ne réécrit pas l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire.
l'histoire est-ce que Sodinou est plus heurté par le fait que Ondete ne soit pas, Eric Ondete ne soit pas candidat, que Eric Ondete lui-même? C'est la question qu'on se pose. Et quand vous vous posez cette question, vous comprendrez qu'il y a quelque part une autre raison que d'aller chercher dans des choses, dans des histoires qui n'existent pas. On ne réécrit pas l'histoire. Quelle serait la raison selon vous? Écoutez, vous savez qu'il y a dans notre pays ce concept, c'est pas moi qui l'amène dans la politique béninoise comment on appelle, de télécommande, n'est-ce pas? Il y a ce concept-là dans notre politique qui existe. Vous ne voyez pas que c'est parti. Nous sommes encore à une époque où c'est comme ça que les télécommandes agissent. Et donc moi, je préfère regarder les choses avec lucidité que de m'enfoncer dans une partisanerie qui n'est pas productive pour le futur, parce que nous avons déjà dépassé l'étape où des tendances se sont opposées et puis on fait chose là. Personne ne peut, comment dirais-je, dire que Eric Ondete n'est pas capable de conduire les démocrates aux élections et de gagner. Nous avons dépassé cette étape. Lui-même, en personne, a donné son parrainage. Il n'est pas allé reprendre ça. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui prétend être son soutien qui irait reprendre son parrainage pour des raisons du fait qu'on n'a pas choisi Eric. Ça, c'est des bulles qu'on veut servir au peuple béninois pour cacher la vérité des choses. La vérité des choses, c'est qu'il y a des télécommandes qui agissent et que les télécommandes n'ont qu'à lâcher les prises pour que le processus électoral est de l'avant, et que le député lui-même, Sodinou, doit se rappeler que c'est la vie de toute une nation qui est entre ses mains. Ce n'est pas un papier qu'il a entre ses mains, c'est la vie de toute une nation qui est entre ses mains. Si c'est ça qui pose encore problème, c'est la vie de toute une nation. Et il a vu hier la ferveur avec laquelle les jeunes, qu'on nous disait étaient de l'autre côté, il a vu la ferveur avec laquelle les jeunes sont partis accompagner le duo jusqu'à la Sénat hier. Et donc, il doit se rendre compte que dans l'histoire, il y a un moment donné où on doit s'effacer et laisser l'histoire s'écrire normalement. Lui n'était nulle part, je ne sais pas, nulle part, quand le parti était allé le chercher en 2023 pour aller petit pour le poste de député. Et donc, si vous voulez lire dans l'histoire, si on veut lire dans l'histoire, on lit dans l'histoire, mais on ne va pas réécrire l'histoire. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Nous savons tous que chacun des membres chacun des députés qui ont donné leur parrainage au parti pour qu'ils puissent aller aux élections, chacun a sa position et chacun a son amertume, mais tout le temps, et chacun a fait l'effort, et même celui qui est concerné a fait l'effort. Et il ne serait même pas sorti hier pour accueillir les députés pour aller à la Sénat, mais il l'a fait. Et si lui l'a fait après les 3 expériences qu'il a connues, et s'il l'a fait, c'est ça le leadership, c'est ça la politique, c'est être un leader qui sait se sacrifier, et ce n'est pas garder les parrainages pour garder tout un peuple en haleine, c'est ça, et dire que c'est le parti qui a fait, c'est Yaïboni accusé, Yaïboni a fait quoi dans ça? Yaïboni ne sera plus président. Il y a le destin du Bénin qui doit s'écrire à partir de cette élection, et lui, il a un rôle à jouer là-dedans. S'il veut, il joue du côté du destin. S'il ne veut pas, il va contre le destin. C'est tout ce que nous pouvons dire, mais pas venir nous chanter que Yaïboni est le problème. Yaïboni n'a aucun problème. Yaïboni n'est pas le problème. Yaïboni n'est pas le problème, mais vous n'avez pas répondu à la question. La question, c'était de savoir si le parti pourra véritablement participer à l'élection présidentielle. Mais écoutez, pour que le parti participe, c'est ce que je vous dis, que c'est dans la main si tant est que c'est le parrainage qui pose encore problème, c'est dans la main de Sodinou. Et il doit prendre conscience de la responsabilité historique qui est la sienne, parce que, écoutez, il y a quelque chose qu'on appelle traîtrise dans l'expérience humaine. Et je voudrais qu'il prenne conscience de la responsabilité historique qui est la sienne, et qu'il fasse de sorte qu'il ne soit pas du
côté de la traîtrise et qu'il puisse, qu'il fasse de sorte que le parti puisse participer normalement aux élections. C'est dans ses mains. Personne ne peut répondre à ça. C'est lui seul qui peut répondre à ça. Merci. Il paraît qu'il est introuvable. Bon, ben écoutez, personne ne peut dire s'il y aura élection, si les partis peuvent aller aux élections ou pas aller aux élections. Mais ce qui est sûr, c'est il fera ce qu'il peut. Mais l'histoire s'écrira d'une manière ou d'une autre. Moi, je crois que il n'y a pas à trop faire de focus sur lui, mais il a là, entre ses mains, vous savez, Mandela n'était pas le leader de l'ANC. Mais quand on voulait aller à la période où le pays devient démocratique et qu'on va abolir l'apartheid, on est allé chercher Mandela, mais les autres n'ont pas empêché, les autres ne se sont pas mobilisés pour l'empêcher. Donc vous comprenez, c'est qu'à un moment donné, si nous voulons vraiment lire l'histoire, nous détachant de l'histoire et en regardant l'histoire comme un phénomène, nous pouvons le lire et nous pouvons la lire en sachant que chacun a une responsabilité dans l'histoire et que cette responsabilité lui incombe et n'incombe pas nécessairement aux autres. Ce n'est pas parce que Yaïboni a fait quelque chose que ce que moi j'ai fait est justifié du tout pas. Docteur Paul-Marie, merci à vous. Merci. Voilà. Pour terminer, Medel Yvick Dansou, Michel Sodino peut encore la possibilité juridiquement de ramener son parrainage au Parti Les Démocrates. Oui, Michel Sodino a encore la possibilité de ramener son parrainage au Parti des démocrates. La preuve en est que dès l'obtention de leur récépissé provisoire, le président de la FENA leur a fait savoir qu'ils en sont en 12 heures compléter le dossier, les pièces manquantes. Mais bon, malheureusement, le docteur est parti. Je voulais réagir rapidement par rapport à ce qu'il a dit lorsque il parlait de télécommande. Vous savez, je voulais lui rappeler cette phrase, cette expression que nul n'a le droit de se prévaloir de sa propre turpitude. Les démocrates auraient pu prendre les dispositions nécessaires pour éviter d'en arriver là. Et lorsque on ne veut pas voir soi-même ses erreurs et que on se permet ou on reste seulement dans le fait que oui, c'est parce que il y a un adversaire qui veut nous empêcher d'aller, on se focalise beaucoup plus sur l'adversaire que sur ce qu'on doit faire soi-même. On ne risque pas se mélanger les pédales. Donc, qu'est-ce qui prouve actuellement que la télécommande dont il parle n'est pas Eric Ndete lui-même? On n'en sait pas. La politique a de ces intrigues-là que parfois il nous est difficile de comprendre. Et à force de vouloir chercher à accuser quelqu'un d'autre, voilà, le coupable peut être tout juste à côté, puisque la personne a affirmé ses intentions. Donc, je reviens sur votre question. Oui, le député Sodino a encore la possibilité de régler positivement et calmement les choses avec sa formation politique, si tant est que l'honorable Ndete a vraiment accepté ce qui s'est passé, le fait qu'il soit écarté, bon, il lui revient d'appeler son partisan et de lui dire, voilà, face à tout ce que nous avons déjà perdu, en tout cas tout ce que nous avons traversé jusqu'à maintenant, je pense que laissons-leur le parrainage et puis bon voilà, on laisse tout, on suit la discipline du groupe. Si tant est que il a vraiment accepté, et si Sodino l'accepte aussi, il va retourner le parrainage à son parti politique, sinon, et il a le droit de le retenir par devant lui et de refuser de le remettre. Alors, merci à vous, Medel Yvick. Je tiens quand même à préciser que le docteur Paul-Marie Wessou m'avait quand même averti qu'il avait un programme à 15 h et il est resté jusqu'à l'heure là. Merci quand même pour sa participation. Et fidèle, c'est dans votre nom. Vous savez, moi, j'avais plus grand chose à dire. Je tenais à apporter quelques 2 ou 3 détails. Malheureusement, le docteur Wessou est parti parce que j'ai vu en lui. Vous attendez tout. Défenseur. Vous regrettez tout son départ. J'ai vu en lui beaucoup plus. J'ai vu en lui beaucoup plus un défenseur de l'aide démocrate que l'avocat de la mouvance présidentielle que je ne suis pas forcément. Je n'ai pas de titre officiel. Cela dit, il faudrait reconnaître qu'aujourd'hui,
eh bien, les démocrates, eh bien, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir pour cette présidentielle de 2026, tout simplement parce que, eh bien, le parrainage dont on parle aujourd'hui a été vraiment invalidé. Et que, bien que n'ayant pas la possibilité de parrainer un candidat aujourd'hui, le député Sodino a le droit, et je crois que c'est ça le fond d'ailleurs de son action, de garder son parrainage et de s'abstenir justement de l'offrir à René Agbodjo et Jules Lodjo. Et donc, dans ces conditions, il n'y a pas d'avenir pour les démocrates par rapport donc à la présidentielle de 2026. Vous savez que le Parti des démocrates n'a pas de maire en dehors donc des 28 députés juste là. Donc, voilà, c'est ça la situation. Et je crois que le sens de la discipline de groupe qu'on recommande aujourd'hui à Sodino, on aurait pu, le sacrifice là, on aurait pu demander ça aussi au président Yahya Boni, qui, lui, aurait pu quand même laisser son ego, laisser sa volonté de côté, puisque c'est sûr à quoi on assiste aujourd'hui, pour que la volonté du plus grand nombre prévale, de façon à ce qu'on n'ait pas à vivre donc le scénario que l'on vit aujourd'hui. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Je pense qu'on sait déjà l'impasse et il faut souhaiter que les démocrates finalement puissent en tirer véritablement leçon, ou du moins que le président Yahya Boni en tire les leçons qui s'imposent afin d'éviter à l'avenir à tout un peuple, si je peux le dire ainsi, car c'est le peuple qui a envie de vivre justement la ferveur de ces élections et malheureusement il devra se contenter, le peuple, de ce qui est là sur la table. On a quand même un parti d'opposition, FCPE, on a donc le candidat de la majorité présidentielle et quelques autres candidatures qui restent donc à prouver par rapport donc justement au parrainage. Et je pense que la fête aura lieu d'une façon ou d'une autre. Merci à vous, fidèle Sénat Vaudounon. Mesdames et messieurs, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre aimable fidélité. On avait donc comme invité Fidèle Sénat Vaudounon, directeur de publication du quotidien L'Express. Il y avait également Medel Ivik Dansou, juriste, et Dr Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance de l'État. Tout le plaisir était donc pour nous d'être en votre compagnie. À très vite. À présent, je nous invite à suivre la revue de presse du jour avec Anselme Orisha. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Terminus, tout le monde descend. La phase d'enregistrement des candidatures pour l'élection présidentielle de 2026 s'est achevée hier, mardi 14 octobre 2025 à 23h59 à la Sénat. Au total, 5 déclarations de candidatures ont été enregistrées par la Commission électorale nationale autonome Sénat au terme du processus, informent les parutions dont le Matinal, La Nouvelle Tribune, Bénin Intelligent, Le Témoin Actu et bien d'autres. Selon le Matinal, il s'agit du dossier du duo de la majorité présidentielle constitué de Romuald Wadaï et de Mariam Chabitalata, épouse Zime Yerima, du duo constitué d'Anatole Wensavi et d'Agathe Bello, du duo de la FCBE composé de Paul Nkwe et de Judicaël Roch-Onwanou, du duo du Parti Les Démocrates constitué de Renaud Agbodjo et de Jude Bonaventure Lodjou, et du duo formé d'Elisabeth Agbosaga, Jawad et de Beni Neto Gansare, lequel duo est le dernier à franchir le portail de la Sénat peu avant minuit, selon les journaux. Cependant, le duo du Parti Les Démocrates est en difficulté, informe le Matinal, car il y a des flous autour du parrainage du député Sodinou, renseigne la publication. Selon la Nouvelle Tribune, la Commission électorale nationale autonome Sénat a décidé ce mardi 14 octobre 2025 d'invalider la fiche de parrainage du député Michel François Olutoye Sodinou, membre du Parti Les Démocrates. Cette décision fait suite à une ordonnance
sentence rendue ce lundi 13 octobre 2025 par la Cour d'appel de Cotonou qui a ordonné la restitution du document aux parlementaires renseigne la publication. Pourtant, à la Sénat, pour le dépôt de son dossier de candidature à l'élection présidentielle de 2026, le parti Les Démocrates affirme avoir obtenu les 28 parrainages requis, informe le Télégramme. En tout cas, c'est une scène à éviter, prévient le juriste Landry Adelacour, rapporte Bénin Intelligent. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle est invitée à trancher, fait observer le matinal, car dans un communiqué signé du secrétaire national à la communication du parti, Dr Guy Dossou-Metokpe, les démocrates rappellent que selon la loi fondamentale, la compétence en matière de contentieux électoral, notamment pour l'élection présidentielle, relève exclusivement de la Cour constitutionnelle. Le parti estime que les litiges relatifs aux actes préparatoires du scrutin, comme la délivrance ou le retrait des fiches de parrainage, ne peuvent être tranchés par une juridiction de l'ordre judiciaire. Le parti de Boni Yaye exprime alors sa vive préoccupation quant au respect de l'ordre juridique constitutionnel et annonce la décision du parti de saisir la Cour constitutionnelle. Et pendant qu'un seul parrainage pose problème au parti d'opposition Les Démocrates pour la validation du dossier de son duo candidat composé de Renaud Agbodjo et de Jules Lodjou, le duo de la mouvance présidentielle Wada Italata a déjà reçu 120 parrainages, rapporte le Télégramme. Premier duo a déposé son dossier à la Sénat le lundi 13 octobre 2025. Le journal renseigne que le dossier déposé par le candidat Romiad Wada et sa colistière Mariam Chabitalata était complet et contient 120 parrainages sur les 186 délivrés par l'institution en charge de l'organisation des élections. Loin de la politique, on parle sport dans la suite de cette revue de presse. Le rêve mondial des guépards du Bénin s'est effondré à Uyo ce mardi 14 octobre 2025, renseigne les publications. Battu lourdement 4-0 par l'Esper Aigle du Nigeria, Steve Mounier et ses coéquipiers voient s'envoler leur espoir de qualification pour la Coupe du Monde 2026. L'information est traitée ce mercredi par Matin Libre, le matinal, le Télégramme, Quotidien Le Meilleur, Gasquiani Info, Le Potentiel et bien d'autres publications. En effet, porté par un triplé de Victor Osimhen et un but de Frank Onyenka, les Nigériens, vexés par leur position au classement avant la rencontre, n'ont laissé aucune chance aux hommes de Gana Touror. Malgré cette lourde défaite, le parcours du Bénin reste honorable. Les Guépards terminent 3e de leur groupe avec du 7 points à égalité avec le Nigeria et à une longueur seulement du leader de l'Afrique du Sud. Avec 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites, les Béninois quittent les éliminatoires la tête haute après avoir su faire rêver tout un pays, conclut les parutions. Amis de la revue de presse, mesdames et messieurs, ainsi s'achève le tour de l'actualité des quotidiens parus ce jour. Merci de nous avoir suivis. À demain. Chers amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission, mais sachez que chaque pas compte dans cette vie, surtout ce qu'on fait quand plus rien ne motive. Merci de votre fidélité. Rendez-vous à prendre demain, la même chaîne et même heure. Portez-vous bien.